ne sache pas, 22 mai, Nègre Pétéchen, oui voilà, Nègre Pétéchen, nous libérer, on est fiers des esclaves. Dans toutes les communes, il y a des dizaines et des dizaines de manifestations et de marches. C'est pour ça qu'on est un petit peu un cercle ami, mais on est en famille pour la commémoration. Je remercie quand même vraiment l'insistance de Mathurin pour dire qu'il faut faire un premier dans notre premier, parce que tout le monde a prêté. Le cabas tambour, mais le sens profond du 1er mai, je ne suis pas sûr, du 22 mai, merci, c'est le militant syndicaliste qui se réveille, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le connaissent. Je vous invite à voir toutes les scènes de théâtre, tous les concerts qui sont faits pour fêter le 22 mai. Vous pouvez témoigner de ça, c'est la même chose. On monte des esclaves, en train de couper la canne, et puis un gévant qui leur donne des coups de fouet. Et puis, Romain qui se lève, les gens se lèvent, ils se lèvent. Révolution, et on oblige Rossola à signer. C'est ça. C'est impossible de voir une scénette, un acte de théâtre, qui ne soit pas sous cet aspect. Ça veut dire qu'on n'a rien compris de l'essence du 1er mai. Du 22 mai. Ah, pardon. Du 22 mai. C'est la lutte finale, le 1er mai. Bon, c'est fini. Allez. Donc, le sens, d'abord, pourquoi ça a été possible que cette révolution-là oblige le gouverneur à signer l'abolition? C'est pas seulement parce que Romain a fait un acte de courage. Il y a eu beaucoup d'autres qui ont fait des actes aussi courageux. Et ça n'a à me dire, il y a eu des révolutions, des massacres, etc. Mais c'est la situation de l'époque qui préparait cet événement-là. Parce que, rappelons-nous qu'en 1804, Haïti a fait une révolution anti-esclavagiste. Il y a des bateaux qui font le va-et-vient. Les gens en Martinique connaissent, ont des informations sur ces nègres-là arrivés libérés. Mais ils savent aussi qu'en France, il y a un mouvement anti-esclavagiste, un mouvement abolitionniste qui se développe et qui annonce une certaine évolution. Mais il y a beaucoup de manifestations en Martinique, à tel point que l'agitation se répand avant le 22 mai, et que le gouvernement envoie ses émissaires faire une campagne sur le thème, vous allez retrouver des phrases dans les livres d'histoire, vous êtes impatients, mais la liberté va venir. Ce sont de bons maîtres qui l'ont demandé pour vous. Un peu de patience. Donc il y a cet effet de sens-là, il y a une attente, il y a que ça vient, qui explique que ça a été possible, que le 23 mai, on impose l'abolition. Mais il y a une autre chose aussi. Gloire à Romain qui résistait. Mais on a l'impression que les esclaves étaient serviles, et puis grâce au courage de Romain, on a la libération. Mais la dynamique des révoltes des esclaves en Martinique, elle a toujours existé. J'ai noté des révoltes importantes. Il y en a eu, il y avait des mouvements dans certaines habitations. 1678, c'est-à-dire dès l'arrivée des premiers esclaves, révolte. 1699, 1748, 1752. Et la plus importante, dont on ne parle pas, c'est le 12 octobre 1822, qui était une révolte préparée. Il y avait des groupes d'esclaves de différentes habitations qui ont monté un projet pour dire, en même temps, on se soulève. Et effectivement, ça a été très violent. Il y a eu un maître tué, j'allais dire puni, un autre blessé, et évidemment, la répression a été vraiment profonde. Donc il y a eu une dynamique de révolte, la dynamique de résistance. Ce n'est pas ici que ça commence. L'idée de l'esclave soumis, du nègre qui a vécu des injustices, et puis qui quand même a fait un petit solution pour se libérer, il faut qu'on la dépasse. Dès les attaques pour rappeler les Africains, il y avait des résistances profondes.
il y avait des armées. Qui d'entre nous connaît la reine Jenga et son histoire? Ici, nous connaissons Poul Jenga, les types poules de combat, de coq, etc. La reine Jenga, c'était une reine qui avait levé une armée qui a battu beaucoup d'envahisseurs colons. Il y en a d'autres. Dès la période d'Irak, la résistance commence. Je profite pour faire la parenthèse parce que nous avons dit que commémorer, c'est connaître pour aller devant. La thèse qui dit que les nègres sont aussi responsables que les blancs de l'esclavage, parce que c'était des noirs qui venaient des noirs en Afrique, c'est une thèse raciste, réactionnaire et mensongère. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un dire que les blancs ont envoyé des blancs dans les fours crématoires? Non. Il y a eu des collabos qui ont envoyé des gens dans les fours avec Hitler, mais la masse des blancs résistait, n'acceptait pas. Mais on ne dirait jamais ça. Mais il s'agit de criminaliser les Noirs et d'enlever la responsabilité des colonialistes. Donc, en Afrique, résistance. Sur les bateaux, un jour viendra, nous aurons nos vies d'histoire pour raconter les émeutes sur les bateaux négriers. Il y en a toujours eu. Et il y en a une tout à fait particulière qui mérite d'être connue, c'est que les esclaves sont arrivés à s'emparer du bateau, et d'ailleurs il y a un film qui a été fait. Et finalement ils ont été vaincus. Les marins, colons français, civilisateurs du monde devant l'Éternel, ils ont découpé vivants les meneurs, attachés, découpé des morceaux de chair et obligé tous les autres esclaves à manger la chair. Ça, c'est les révoltes sur les bateaux. Pour vous dire qu'on a beaucoup encore à connaître avant de célébrer avec simplement des tambours. Et puis, sur place, les suicides. Combien d'esclavagisés se suicidaient pour ne pas travailler? Les infanticides. Beaucoup de femmes disaient, je ne peux pas mettre mon enfant au monde pour qu'il soit esclave, pour qu'il soit torturé, qu'il ait la jambe coupée, etc. Donc elles pratiquaient l'infanticide pour sauver leurs enfants. Ensuite, l'empoisonnement des personnes et du bétail. Massivement, les Noirs connaissaient les vertus des plantes et en particulier les esclaves des champs et les domestiques empoisonnaient maîtres, maîtresses et descendants, joueurs et surtout le bétail. Ça a été une forme de lutte très massive qui est suffisamment connue. Bien entendu, il y a le marronnage. Ça va. Il y a le marronnage que vous connaissez. Alors, ajoutez que dans beaucoup de cas, les marrons avaient des camps où ils reconstituaient des traditions africaines, leur vie, leur culture, et qu'ils étaient alliés avec les derniers Caraïbes, les Kalinago, qui n'avaient pas été massacrés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une transmission des habitudes alimentaires, médicinales, etc., venant des Kalinago. Donc, il y a eu cette... En réalité, les esclavagisés des plantations, comme les marrons, ont résisté en créant une culture alternative. La langue, les danses, leur spiritualité propre, en prenant les traditions africaines. Tout à l'heure, nous aurons la chance d'avoir une commémoration, une libation des esclaves que Lucien va nous présenter, qui montre comment on a su garder des rites, des pratiques qui dataient de cette période esclavagiste. Donc, langue, culture, danse, etc. Mais, alimentation. Le plus important, puisque nous idéalisons les marrons et puis les résistants des plantations, on oublie que dans la société esclavagiste,
il y avait des Noirs qui n'étaient pas esclaves, ou même quand ils étaient esclaves, il y avait un statut particulier. On les appelait les nègres à talent. Charpentiers, guérisseurs, enfin bref. Lorsqu'un maître était piqué par un serpent, quand il dit c'est à Jules, qui on allait appeler? C'est le québoiseur, le vieux tête qui connaissait les moyens de soigner la plaie et d'empêcher de mourir. Donc il y a les nègres à talent. Et à côté des nègres à talent, au fur et à mesure, il y a les affranchis. Ça veut dire que le maître qui a violé, bossé une esclave noire, il va donner une petite faveur au mulâtre et il va l'affranchir. Sont affranchis aussi ceux qui ont trahi leurs camarades en dénonçant les complots, les révoltes, etc. Donc il y a une classe qui s'appelle les affranchis et qui se constitue, mais aussi les affranchis, pas tellement, et qui constitue les hommes de couleur libre. Alors, parmi ceux-là, il y en a qui arrivent à s'enrichir parce qu'on leur paie leur travail quand ils vont à Saint-Pierre, etc. Et ils constituent ce qu'on appelle un pécule. Certains peuvent acheter des habitations. Il y a quelques affranchis qui ont habitation avec esclaves dessus. Donc, Charles Bicêtre, dont on parlera plus tard, qui est quelqu'un qui a lutté pour l'abolition. Donc, il y a ces gens-là. Il y en a même, quand certains colons vont s'appauvrir, qui vont leur prêter de l'argent. Il y a des nègres qui ont prêté de l'argent à des colons parce que quand il y a eu la concentration sucrière, il y a eu beaucoup de négociants de Saint-Pierre qui ont acheté tout. Et puis il y avait des petits béquets de petites plantations qui étaient endettés. Ils ont vendu pour eux. Et des nègres sont arrivés à prêter à ces colons pauvres-là de l'argent. Je ne sais pas s'il a été remis. Mais en tout cas, pour dire que la société n'était pas aussi linéaire qu'on veut le prendre. Alors, je profite pour dire que cette classe-là, les hommes de couleur libre, leur vocation, ce n'était pas l'abolition de l'esclavage. C'était avoir les mêmes droits que les colons. Par exemple, le droit de porter des bijoux en or, etc., le droit d'aller au théâtre, etc. C'était un peu comme la bourgeoisie vis-à-vis de l'aristocratie en France. C'était ça. Et leur idéologie, c'était de copier. C'est pour ça que les hommes de couleur libre, et plus tard la petite bourgeoisie, c'est piano pour les filles, violon pour les... Non, violon pour les garçons, oui. Donc, on retranscrit le modèle. Et c'est parce qu'on n'acceptait même pas de leur donner ces privilèges-là qu'ils ont commencé à se révolter. Il y a eu une révolte des hommes de couleur libre qui s'est déroulée à Grande-Casse, qui se situe entre Lorrain et le Marigot, en 1882. Non, pardon, 1833. 1833, qui a été réprimé tout. Mais cette révolte-là montre qu'ils ont essayé de défendre leurs droits, et c'est parce qu'on refusait de les leur donner qu'ils ont changé d'attitude en s'associant avec les esclaves rebelles pour essayer de casser le système dominant. Ça va nous rappeler des choses très modernes. Donc, il y a cela. Pour vous donner un exemple chiffré, les hommes de couleur libre, en 1822, étaient au nombre de 11 000. Et les colons, les béquets, étaient au nombre de 9 000. C'est pour vous montrer. Mais évidemment, les esclaves étaient beaucoup plus nombreux, des dizaines de milliers. Donc, ça, c'était pour montrer qu'il n'y a pas les Noirs esclavagisés, les Blancs méchants, un courageux cadre. Il y a une lutte de classe, il y a une histoire. On essaie de nous empêcher de mettre la dimension lutte de classe, et c'est pour ça que je suis marxiste, lutte de classe au sein des sociétés pour que les gens ne comprennent pas, qu'ils restent sur des idéaux, des images, des rêves, etc. Donc, ça m'amène à parler du rôle de Schœlcher. Vous savez qu'il y a eu des jeunes et des moins jeunes qui ont renversé les statuts de Schœlcher, qui ont
été poursuivis devant les tribunaux. Récemment, ils avaient été... on avait prononcé le non-lieu, le parquet a fait appel et ils vont rejuger. Mais ils vont perdre ce procès-là de toute façon. Mais beaucoup de gens, y compris des anticolonialistes, disent que oui, les nègres se sont libérés, on reconnaît, mais il y a aussi le travail de Schellcher qui nous a aidés. Je vous avoue, avec tristesse, que quand j'étais enfant, mon papa m'emmenait le 27 avril pour déposer une gerbe au pied de la statue de Schellcher. Mais je ne savais pas. Donc on fêtait ici le 27 avril et jamais le 22 mai est reconnu. Comment? Alors vous voyez cette terre-là sous laquelle nous sommes, il y a peut-être une honte des ancêtres qui vient, parce que l'un des premiers à avoir trouvé des documents concernant la révolte du 22 mai, c'est le tonton de Dolly, qui était un dirigeant communiste, Gabriel Henry. Son nom c'est Henry. Et au sein du Parti communiste, qui avait travaillé avec Armand Nicolas, qui a fait des recherches et qui a publié le livre pour la première fois sur le 22 mai 1848. Donc, il y a des hasards qui sont troublants, mais en tout cas, il y a quelque chose qui explique ça. Peut-être que Lucienne va nous expliquer que ce sont les appels aux ancêtres qui nous sauvent là. Donc, M. Schellcher, qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Schellcher était venu en Martinique pendant la période de l'esclavage. Il mangeait chez les Grecs. Et il était contre l'abolition de l'esclavage. Il a écrit texto. Certains de bon cœur veulent libérer les Noirs. Mais que ferions-nous de ces brutes décorés du titre de citoyen? Schellcher. À cette époque-là, il y avait des Français anti-esclavagistes. Donc la baie Grégoire, il y a une place là, baie Grégoire à Terre-Séville. Les Français, les syndicalistes français soutenaient la lutte. Si vous allez à Terre-Séville, vous allez voir une rue, la rue de la pétition des ouvriers de Paris. Personne ne sait ce que c'est. Mais c'était les ouvriers de Paris, des imprimeries, qui avaient fait une pétition pour dénoncer l'esclavage et exiger son abolition. La vérité. J'ai parlé tout à l'heure des Noirs approchés. C'est là que, dans notre histoire, les gens qui commémorent 22 mai 48 en disant tout blanc méchant, tout nègre gentil, ils devraient réviser leur livre d'histoire. C'est une question d'idéologie, de conception de classe. Parce que pendant que nos ancêtres étaient esclaves, les ouvriers étaient dans des conditions esclavagistes, des enfants de 8 ans travaillaient dans des mines en place, mouraient de rachitisme, etc. Et se révoltaient aussi. On ne peut pas oublier la Commune de Paris, etc. Donc pour dire que ça, M. Schellcher, il se rend compte que les choses bougent. Et il y a la révolution haïtienne. À ce moment-là, il écrit, c'est vérifiable, la plus élémentaire prudence demande de sacrifier quelque chose pour ne pas perdre le tout. Donc il faut transformer l'esclavage en salariat. Parce que nous allons perdre tout. Et la première chose qu'il fait, c'est une commission d'évaluation du coût du travail salarial et de l'esclavage. Pour convaincre les colons, les béquets, mais vous allez gagner de l'argent. Son but, c'est ça. Sauver la République, sauver... Et les béquets sont tellement ancrés dans leur suprémacisme, leur racisme, leur imbécilité, leur ignorance. Il dit non. Schellcher, on peut pas libérer les êtres. C'est une campagne contre Schellcher. Schellcher qui fait... Le bilan, le pour et le contre. Oui, voilà. Mais il n'est pas entendu par les colons qui sont trop racistes. Je veux mes esclaves et puis tant pis pour vous, ce que vous faites. À ce moment-là, il est obligé de se radicaliser tout en restant sur sa position colonialiste. Pendant ce temps, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, la société martiniquaise lutte.
il apprend qu'il y a la révolution du Shelcher haïtienne, il voit que les choses bougent, et il dit, bon les gars, on fait une loi pour abolir l'esclavage, mais en cadenassant la société. On va l'envoyer. Mais comme vous le savez, les bateaux prennent 2 mois pour arriver ici. Et son bateau, son décret est en chemin, alors qu'il y a les événements qui imposent l'abolition. Quand le commissaire Périnon, qui a le décret de Shelcher, les papiers de Shelcher arrivent ici, il voit ça, et le 23, il déclare l'abolition. Sauf que, et c'est très important, nous avons la photocopie de la lettre que Périnon a envoyée au ministère des colonies, dans laquelle, avec tampon, numéro, date, etc., on a la copie, on a eu ça aux archives françaises. Arrivé sur place, j'ai vu que l'esclavage avait été aboli. Je sais que c'est illégal, mais j'ai dû changer beaucoup des principes que vous aviez mis. Donc nous ne savons absolument pas ce qui était dans le prétendu arrêté de Shelcher. Et j'ai déclaré l'abolition. Mais en même temps, à côté de la déclaration attribuée à Shelcher, on ne sait pas ce qui était dedans, il y avait 7 arrêtés adjacents qui organisaient la société. Notamment, organisant l'obligation pour que les anciens esclaves aillent travailler sous l'habitation, instituant un délit de vagabondage. Si vous n'avez pas la preuve que vous travaillez sur une habitation, vous êtes emprisonné et vous avez des peines pour travailler dans des ateliers généraux gratuitement pour le compte du gouvernement. Shelcher fait organiser dans toutes les communes une campagne, je cite, pour bien expliquer qu'aux anciens esclaves que les propriétés des cases, des jardins restent propriété des anciens maîtres. À rien pas tas autres. C'est pour ça qu'on n'a pas de titre de propriété. Donc, on avait raison de renverser les statuts de Shelcher. On aura raison d'aller le jour de l'appel pour faire entendre notre voix. Et on a raison de débaptiser, quand on sera indépendant, commune Shelcher, lycée Shelcher, bibliothèque Shelcher, etc. Bibliothèque Shelcher, on l'a appelé comme ça parce que l'essentiel du fond de livre, c'est lui qui avait fait cadeau. Bon, mais nous qu'à tirer non un criminel comme ça. Donc j'en arrive à la conclusion. C'est pas l'État français, c'est la résistance. Quand j'ai parlé de la liberté des bons maîtres ont demandé pour nous, j'associe cela à l'attitude des politiciens qui vous disent on a besoin de pouvoir politique, on a besoin de ça, mais les bons maîtres vont nous la donner, donc nous allons leur demander une loi programme, nous allons leur demander des habilitations, nous allons, etc. Et puis on va voir. Enfin, je vous laisse, vous connaissez mieux que moi l'attitude du gouvernement français. Je vous rappelle que c'est cette semaine-là dans laquelle nous sommes que le Parlement français envisage et va voter l'abolition du Code noir. Ça veut dire que le Code noir n'a jamais été retiré de la législation française. C'est cette semaine-là, l'abrogation. Ils vont demander l'abrogation. Vous imaginez, mais ça correspond à la réalité, c'est qu'ils sont toujours les maîtres. Les béquets sont toujours les maîtres. Et donc, il nous faut enlever de notre esprit l'idée que c'est en négociant avec l'impérialiste criminel qui a empoisonné au chlordécone que nous allons nous sortir. C'est dans l'organisation d'alternatives. Et quand les chansons dans la rue là, nèg pété chaîne, nèg pas pété chaîne, nèg pété en chaîne. Et nous avons l'autre camarade nous toujours qui demande qu'on continue à s'organiser et qu'on comprenne que la solution ne peut venir que de nous. L'histoire doit nous servir à honorer les ancêtres et à continuer leur travail. C'est de l'hypocrisie, de l'inconscience, de l'aliénation. Chaque 22 mai, de venir avec un tambour, nèg pété chaîne, et puis le reste du temps, tu dis, monsieur indépendant, si nous indépendants, qui ça caille pas nous l'argent? C'est bien qui a moins de travail. Désaliénons notre peuple, luttons
et l'histoire sera notre présent. Merci. C'était un reportage de Léon Sauveur sur l'actualité locale pour l'émission Sakafet en Pays Nouf sur Radio Apal Jikambout.